Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous soyez entrepreneurs, exploitants ou tout acteur du monde agricole. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vos travaux de printemps se passent dans les meilleurs augures, sous les meilleurs augures, que ça soit pour les ensilages, les enrubanages, les épandages de fumier, lisier, labour, travaux de sol, semis de maïs, semis de tournesol, les semis de betteraves, fourragères ou sucrières. Même si dans le secteur de la plaine de Caen, les betteraves sucrières ont disparu depuis pas mal d'années maintenant, enfin pas mal d'années, ça remonte pas non plus à 1930, mais voilà, en ayant perdu malheureusement la sucrerie de Cagny, qui était un facteur économique quand même assez important de l'agglomération caennaise. Mais bon, ça c'est un autre détail. Et donc, comme tous les jeudis, je suis heureux de vous retrouver, comme tous les jeudis, pour un nouveau volet de l'histoire des marques de matériel agricole. Et comme tous les jeudis, on se retrouve pour le sommaire, juste après le générique. Allez, top générique. Et oui les amis, avant de vous présenter le sommaire, je voudrais juste réagir à quelques commentaires qui ont été faits sur la dernière vidéo. Ne serait-ce que pour Damien qui me suit depuis le début, cet abonné qui me suit depuis le début. Merci à toi Damien, et à tant d'autres d'ailleurs, qui peut-être vous me suivez depuis le début, mais que vous ne postez pas de commentaires, ou voilà. Alors n'hésitez pas à poster votre commentaire, j'essaie de répondre et je pense que je réponds à tous les commentaires, parce que c'est ma forme de politesse pour votre suivi et aussi l'intérêt que vous portez à mes vidéos. Donc effectivement pour la dernière vidéo, je veux encore m'en excuser parce que effectivement le son n'est pas terrible, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lors du montage, tout s'est très bien passé, mais entre l'enregistrement final et la mise en ligne sur YouTube, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le son n'est pas des meilleurs, je le reconnais, c'est vrai. Désolé, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais bon, toujours est-il que c'est comme ça. Mais pour les commentaires, effectivement, Jean-François qui met à bon escient d'ailleurs, certainement très intéressant comme vidéo, seulement le son est inaudible. Bon, c'est vrai que le son n'est pas terrible. Bon, après, inaudible, peut-être pas à 100%, mais oui, ça, c'est vrai. Donc, désolé. Damien qui me poste ce commentaire d'ailleurs, qui me dit qu'il travaille avec du T5 et T7, mais qu'il y a quand même pas mal de problèmes avec la D-Blue. Et puis que effectivement lui aussi est pris par tous les travaux d'ensilage d'herbe, de les semis de maïs et puis divers travaux, et puis il a une vie aussi privée et personnelle bien entendu. Un autre commentaire de Alélie Arnaud 1570 qui me dit que et pour Massey Ferguson, alors Massey Ferguson on y viendra dans un volet
peut-être au mois de juin. Pour l'instant, bon, je ne vais pas aller vous dire tout ce qui va se passer, mais je pense que bon, on arrivera bien entendu à l'histoire, soit peut-être du groupe ASCO, ou enfin, on en parle, quoi. Donc il me dit, et pour Massey Ferguson, dans ma famille, on a toujours eu que ça, du 35 jusqu'au 3085, qui étaient des très bons tracteurs, mais ça on en parlera lors du volet des marques de matériel agricole dédiées à Massey Ferguson. Ainsi que Olivier Courset, qui 76 560, qui me dit qu'il connaissait un agriculteur qui lui avait une L525, 625, excusez-moi, et qui me dit bonne journée à vous. Eh ben moi, Olivier, je te souhaite une excellente semaine et merci encore pour ton commentaire. Et Camille Saruel qui me demande si je connais le fabricant Lidner. Oui, effectivement, je connais le fabricant Lidner. J'ai eu l'occasion d'avoir du Lidner en démonstration il y a quelques années. C'était pas des mauvais tracteurs, hein, moi je dirais que c'est du tracteur utilitaire, hein, enfin oui, utilitaire, parce que bon, c'est pas non plus des tracteurs de très très forte puissance, mais des tracteurs qui plutôt sympas, un peu passe-partout, franchement non. Mais bon, c'est pas des tracteurs qui sont le plus distribués en France. Mais qui peuvent être d'une utilité relativement importante. Là, moi personnellement, je l'avais essayé pour ce qui était du broyage d'accotement. Voilà quoi, bon. Et puis oui, et puis pour fausser de l'herbe. Et franchement, les tracteurs calaient très très bien. Mais bon, enfin, voilà. Merci Camille pour ton commentaire. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à poster vos commentaires pour le matériel que vous possédez, que vous avez possédé, des souvenirs que vous avez eus pour tel type de matériel. Et donc, pour continuer dans pour cet énorme volet, quoi, qui est du groupe CNH, hein, c'est-à-dire Fiat, hein, parce que bon, CNH appartient à Fiat, hein, ne l'oublions pas. Nous avons parlé de Someca, qui distribuait des tracteurs Fiat estampillés Someca pour la France, qui distribuait des moissonneuses batteuses de la série M, que ça soit de la M60 jusqu'à la M182, qui n'étaient autres que des Laverda. Je vous ai parlé de Newland, de Caz, de International Harvester, de McCormick, d'Eston, de Bro, pardon, de Newland, hein, de Clayson aussi d'ailleurs. Comment ne pas évoquer CNH sans parler du volet Fiat Agri. Pour ce qui je vais y arriver. Pour ce qui est des tracteurs Fiat Agri, nous en parlerons la semaine prochaine et de l'histoire de Fiat Agri en lui-même. Là, je vais vous parler de l'histoire de Laverda. Laverda qui, bien entendu, distribuait depuis longtemps, hein, la série des M, comme la M160, la M60 jusqu'à la M182. Et la société Laverda, elle, a été créée en 1873 par Pietro Laverda à San Giorgio di Perlena, une commune, enfin, une partie de la commune de Fara Vicentino, dans la province de Vicenza, en Vénétie, pour produire et commercialiser du matériel agricole, vinicole et des horloges pour
l'éclosser. Laverda deviendra au fil du temps un des spécialistes mondiaux du machinisme agricole de très haute technologie et notamment les moissonneuses-batteuses. Laverda est connu dans le monde entier après avoir été intégré dans Fiat Agri, comme je vous l'ai dit, puis dans Fiat New Holland, comme nous avons pu le voir un petit peu la semaine dernière. Laverda a dû être cédé après injonction de la Commission antitrust européenne à la suite du rachat de l'américain Case par Fiat New Holland en 1999. Mais revenons un petit peu sur l'historique de Laverda. En effet, la création en 1873 de la date de la création de la société par Pietro Laverda, comme je vous l'ai dit, dans la province de Vicenza, dans le nord-est de l'Italie. C'est en 1905 qu'il transfère que se fait le transfert de l'activité industrielle à Breganz, à côté de Vicenza. L'effectif dépasse les 100 salariés. Les premières moissonneuses-batteuses voient le jour. En 1919, après la Première Guerre mondiale, pendant laquelle l'usine s'est convertie à la fabrication d'engins militaires, comme lors des deux conflits qui marqueront l'Europe, comme 14-18 ou 39-45, beaucoup de constructeurs de matériel agricole se sont convertis dans la production de matériel militaire. Laverda, bien entendu, n'a pas été exempt, et la production de machines agricoles redémarre. La période des brevets débute également. En 1930, le fondateur cède la direction de l'entreprise à ses petits-enfants, Pietro Junior et Giovanni Battista, qui engagent un processus de développement commercial et font de Laverda le premier constructeur d'Italie. En 1934, Laverda présente la première machine à fausser, la 48A. C'est en 1938 que la première moissonneuse lieuse est présentée. Il s'agit de la ML6. En 1947, juste après 2 ans après la fin du conflit de la Seconde Guerre mondiale, la production de machines agricoles reprend et les ventes se développent en Europe. Parallèlement, une branche moto est créée par Francesco Laverda, le petit-fils de Pietro Laverda. En 1956, Laverda présente sa première moissonneuse-batteuse autonome, la M60. Les ventes explosent sur tous les marchés, en Italie, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. En 1963, les effectifs dépassent 1000 salariés répartis dans 3 sites industriels. Laverda est présent dans plus de 50 pays. En 1967, Laverda se lance dans le secteur des très grosses machines avec les modèles AFC 110 et AFC 150, comme vu sur les photos. En 1971, Laverda présente une moissonneuse-batteuse révolutionnaire, la première machine à inclinaison transversale et longitudinale. Il s'agit de la M100AL, qu'on pourrait appeler aussi des machines à récolter à flanc de coteau. En 1973, Laverda fête son centenaire. C'est en 1975 que Laverda poursuit son développement et devient le leader en Europe. Le début des années 80, l'année 81 qui commence, bien entendu, un jeudi, le 1er janvier 1981 fut un jeudi. C'est cette même année que Laverda lance la construction d'une nouvelle usine à Breganz et entre dans le groupe Fiat.
dans la division Fiat Agri. La moissonneuse-batteuse géante M182 est dévoilée. C'est la première machine avec un contrôle électronique. Si je vous parle de la M182, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une machine que j'ai possédée, avec laquelle j'ai travaillé. J'ai passé des heures sur cette machine-là, avec mis à part l'axe pivot de l'essieu arrière qui avait cassé, hein, qui avait immobilisé la machine à cette époque-là. Elle avait été immobilisée combien de temps? Ça m'était arrivé le soir, il était 17h30. Le lendemain, à 14h30, la machine retournait. J'avais été à Étampes à cette époque-là, hein, au siège, enfin à l'usine Fiat Agri d'Étampes, chercher pour le concessionnaire, pour gagner du temps, parce que si on attendait la livraison, ça demandait encore du temps. Mais moi, j'avais absolument besoin de cette machine rapidement, donc j'avais été chercher la pièce le lendemain matin à Étampes. Je l'avais ramenée vers, il devait être 11h. Ouais, 11h, 11h30. Et la machine, à 14h30, 15h au maximum, elle retournait. Hein. Donc, voilà, c'est la seule immobilisation que la M182 avait eue. Sur bon, après, quand je suis passé à la 3009, hein, qui n'était d'autre que la même machine, sauf que, bon, encore une fois, elle n'était pas aux mêmes couleurs. Hein. La M182 était estampillée Someka, donc aux couleurs Someka, orange, et la 3009 aux couleurs Fiat Agri. La seule chose qui déconnait un petit peu, c'était une sonde de température qui soit donnait la bonne température moteur, ou montait en flèche, sans pour ça que la machine soit en surchauffe. Bon, ça a demandé 1 heure à la changer, mais bon, j'ai presque fait une saison comme ça et la machine tournait très bien. Jamais eu d'immobilisation comme on peut avoir à l'heure actuelle avec tout l'électronique embarqué sur les machines, parce que quand ça merde, ça merde. Une machine peut être immobilisée pendant bientôt 2 jours, parce que 2-3 jours, parce que il y a un problème électronique. Et puis que personne n'arrive à le résoudre aussitôt, ou qu'il faut des pièces bien spécifiques. Voilà. Parce que bon, les balises ne font pas tout non plus, hein, faut pas rêver. Et donc, c'est vrai que cette machine-là était, la M182, ou 3009, était une machine pour l'époque. Je dis bien pour l'époque, parce que bon, hein, on est quand même en 1981. Hein, ça remonte à 44 ans. Et donc, franchement, pour l'époque, une machine avec autant d'électronique, hein, le dépliage de la trémie en appuyant juste sur un bouton, hein, par rapport aux autres machines où c'était totalement différent. Les engagements des organes de battage, pareil, hein, tout était franchement, non, c'était une machine extrêmement bien conçue, avec une bonne visibilité sur le tablier de coupe et sur le convoyeur. Enfin voilà, ça c'était pour la petite anecdote de cette M182 et 3009. Et nous allons continuer avec, en 1983 jusqu'en 1992, la Verda qui devient le leader dans ses spécialités. C'est-à-dire 9 ans d'être le leader, voilà, c'est quand même pas mal. Hein. En 1993, la Verda
dépose le brevet du Leveling System, qui permet aux moissonneuses-batteuses de travailler sur n'importe quel terrain, quelle que soit la déclivité. Et la Verda célèbre sa 50 millième moissonneuse-batteuse fabriquée. En 1999, Fiat Agri rachète l'américain CAS, comme je vous l'ai dit. La Commission de la concurrence européenne oblige la nouvelle holding ainsi créée, CNH Global, CAS Newland Global, à se séparer de la Verda. En 2000, Fiat cède avec regret la Verda au groupe italien Argo, qui possède déjà Landini, célèbre constructeur italien de tracteurs. En 2002, après la reprise de la Verda, Argo rachète McCormick. En 2004, la Verda rachète l'allemand Fehlerwerk. C'est en 2006 que la Verda lance une nouvelle génération de la série LCS, polyvalente et dotée d'une productivité accrue. En 2011, Argo revend la Verda et Fehlerwerk à Asco. Et ça, c'est une autre histoire. Nous allons nous intéresser principalement aux modèles issus de dans l'histoire de Fiat Agri, bien entendu, parce que les autres modèles ont été plus, les derniers modèles plus sur Asco, Fendt et Massey Ferguson. Et donc, la Verda a lancé, après la série des M, la série des 3000. On va commencer avec la 3300 jusqu'à la 3450, qui étaient des petites machines un peu passe-partout, si je puis dire, basées pour les petites exploitations ou même les entrepreneurs, pour les petits clients. La Verda 3300, qui fut construite entre 1983 et 1986, qui elle était équipée d'un moteur Perkins de 4 cylindres qui développait 77 chevaux et qui était entraîné par une une transmission mécanique et qui pouvait aller jusqu'à 21 km/h. Elle était équipée d'une plateforme de coupe de base de 3,10 m et équipée de 3 secoueurs. Quant à la trémie, elle était d'une capacité de 23 hectolitres. La 3350, qui fut fabriquée entre 1983 et 1988, c'est-à-dire 2 ans de plus que la 3003, elle était équipée d'un moteur Iveco de 6 cylindres qui développait 98 chevaux, toujours équipée d'une transmission mécanique et elle pouvait atteindre la vitesse de 22 km/h. Toujours équipée d'une plateforme de coupe de base de 3,10 m, mais équipée de 4 secoueurs et la trémie passait à 35 hectolitres. La 3450, construite entre les mêmes années 83 et 88, qui possédait elle aussi un moteur Iveco de 6 cylindres, mais qui développait 120 chevaux, toujours en transmission mécanique, et qui atteignait les 21 km/h. La plateforme de coupe était un peu plus large et passait à 3,60 m. Elle était équipée de 4 secoueurs et la trémie était de 37 hectolitres. S'ensuivirent la série des 3004 et 3005. La 3004, qui fut fabriquée entre 1987 et 1990, qui était équipée d'un moteur Iveco de 6 cylindres et qui développait 100 chevaux, toujours d'une transmission mécanique pouvant aller jusqu'à 23 km/h et d'une plateforme de coupe de base de 3,60 m équipée de 4 secoueurs. La trémie passait à 41, presque 40, on va dire 42 hectolitres. La 3005, construite entre 1985 et 1992, équipée d'un moteur Iveco de 6 cylindres,
qui développait 115 chevaux, entraîné par une transmission mécanique et qui allait jusqu'à 23 km/h, comme pour la 3550 ou la 3004, c'était identique. Elle disposait d'une plateforme de coupe de base de 3,60 m équipée de 4 secoueurs et la trémie restait la même avec une capacité de 42 hectolitres. Pour la 3550, qui fut construite entre 86 et 92, toujours avec un moteur Iveco de 6 cylindres, mais cette fois-ci qui possédait un turbo compressé, voilà, j'y suis arrivé, et qui développait 130 chevaux, toujours en entraînement mécanique, et qui pouvait atteindre la même vitesse, c'est-à-dire 23 km/h, et qui avait une plateforme de coupe de base de 4,20 m équipée de 4 secoueurs avec une trémie de 42 hectolitres. Il fut bien entendu, s'en suivirent bien entendu, la série des 3006 jusqu'à la 3009. En effet, la 3006 fut fabriquée entre 1983 et 1988. Elle était équipée d'un moteur Iveco de 6 cylindres qui développait 135 chevaux. Entraînée par une transmission mécanique, elle pouvait aller jusqu'à 22 km/h. Équipée d'une plateforme de coupe de 4,20 m de base et de 5 secoueurs. Quant à la trémie, elle passait à 60 hectolitres. La 3007, construite entre 1983 et 1988, qui était équipée d'un moteur Iveco de 6 cylindres qui développait 155 chevaux, d'une transmission mécanique à 4 rapports et qui pouvait atteindre jusqu'à 27 km/h, et qui était équipée d'une plateforme de coupe de 4,20 m équipée de 5 secoueurs, comme la 3006 d'ailleurs, et la trémie était d'une capacité de 60 hectolitres, tout comme pour la 3006. La 3009, comme je vous le disais, qui fut construite entre 84 et 88, qui était la plus grosse des machines de cette époque, c'est la Verda. C'est Fiat Agri, bien entendu, mais bon, c'est la Verda, parce que c'est la Verda qui les construisait, et qui était, elle, équipée d'un moteur Iveco. Et ce moteur, c'était un moteur V6, qui développait 225 chevaux. Alors pour l'époque, je crois que c'était l'une des machines oui, encore une fois, la plus grosse de la Verda, la plus aboutie de l'époque, de toutes les machines que j'ai pu connaître pour l'époque, pour être franc. Et son avancement était hydrostatique, et elle pouvait aller dans les entre 20 et 23 km/h. C'était franchement une super machine. Elle était équipée d'une plateforme de coupe de bas à la base. Elle était vendue avec une coupe de 4,80 m. Moi, je l'avais en 5,40 m, que ce soit la M182 ou la 3009 était en 5,40 m. Elle disposait de 6 secoueurs et la trémie était de 70 hectolitres. Encore une fois, comme je vous dis, c'était une des machines les plus abouties de sa génération. Et puis, s'en suivit la série 3650. Alors, la 3650, qui fut construite entre 1985 et 1992, qui était équipée d'un moteur Iveco de 6 cylindres turbo, qui développait 135 chevaux et d'une transmission mécanique allant jusqu'à 20 km/h. Elle était équipée d'une plateforme de coupe de 4,20 m, enfin de base, équipée de 5 secoueurs et d'une trémie de 60 hectolitres, qui ne bougera pas jusqu'à la 3790. La Laverda Fiat Agri
3750 qui fut construite entre 1985 et 1992, équipée d'un moteur Iveco 6 cylindres turbo qui développait 155 chevaux et qui était en transmission mécanique. D'ailleurs, c'est mon seul regret de ne pas avoir voulu mettre un peu plus cher. Et bon, la 3750, je l'avais acheté, c'était une machine neuve pour ainsi dire, elle devait avoir une trentaine d'heures en démonstration. Et c'est vrai que le représentant à cette époque m'avait proposé la 3790, mais qui était un peu plus cher. Et je voyais pas trop la différence entre les deux machines, mis à part l'hydrostatique. Après j'ai regretté un petit peu, j'aurais peut-être mieux fait d'acheter la 3790 pour éviter d'avoir cette boîte mécanique. Mais bon, en dehors de ça, il n'y avait pas grand chose qui différait de la 3750 pour la 3790. Donc mis à part, je vous dis l'hydrostatique, parce que le moteur était le même. C'était un Iveco 6 cylindres turbo qui développait 155 chevaux. En boîte mécanique, qui pouvait aller jusqu'à 22 km/h. Contrairement à la 3790 qui elle devait aller jusqu'à 26 km/h. Mais bon, toujours est-il qu'elle avait une largeur de coupe de 4,80 m, équipée de 5 secoueurs et qui avait une capacité de trémie identique à la 3650. Quant à la 3790, comme je vous disais, mis à part le nombre de chevaux qui était de 20 chevaux supplémentaires, mais elle fut construite entre 85 et 92, elle aussi. C'était mis à part qu'elle était en hydrostatique, avec une plateforme de coupe de 4,80 m, 5 secoueurs et une trémie de 60 hectolitres. Donc c'est vrai que mis à part pour l'hydrostatique, mais c'était mon seul regret de ne pas avoir pris la machine en hydrostatique. Mais elle était un peu plus chère. Qui ne fait pas d'erreur, la preuve, moi j'en fais. Oui, j'en ai fait toute ma vie des erreurs, des bons et des mauvais soirs. Hein. Mais toujours est-il que, voilà. Et puis, la série des 38. Enfin, la série, elle pourrait être longue, la série, parce qu'il y en avait que deux. La 3850, qui fut construite entre 1985 et 92, qui était équipée d'un moteur Iveco 6 cylindres turbo, qui développait 181 chevaux, d'une boîte mécanique, et qui pouvait atteindre 22 km/h, 23 km/h, et avec une plateforme de coupe de 4,80 m, équipée de 6 secoueurs, et la trémie était de 65 hectolitres. Et moi, quand j'ai acheté une machine supplémentaire de la série Fiat Agri, j'avais acheté la 3890, justement pour ne pas faire l'erreur de la 3750, parce que l'entreprise tournait bien, quoi, hein. C'était dans les débuts, hein. Et je voulais pas non plus, je dis on va se faire un peu plaisir, quoi, et donc a pris la 3890 qui était, je vous dis la même, hein, que la 3850, mais sauf que un peu plus de chevaux, c'est un fait certain, parce qu'elle développait 200 chevaux. Ouais, c'est ça, hein. 200 ou 210, non, 200 chevaux. Elle avait le même moteur que la 3850, hein, c'était un moteur Iveco 6 cylindres turbo, mais elle était en hydrostatique. Elle pouvait aller jusqu'à entre 26, 27, voire 28 km/h.
Et bon, elle avait une coupe un peu plus large de base, hein, parce qu'elle était en 5,40 m. Bon, pour l'époque, hein, moi je vous parle de ça dans le début des années 90. Hein. Donc, fin des années 80, début 90. Donc, effectivement, c'était des machines qui, quand on avait 5,40 m, c'était déjà de la grosse batteuse quand même. Hein. Elle était équipée de 6 secoueurs et la trémie était de 65 hectolitres, pareil que pour la 3850. Hein. C'était des machines qui étaient identiques, hein, que ça soit en hauteur avec la hauteur, le poids qui était peut-être un petit peu plus élevé pour la 3890. Et puis la monte de pneus qui était, je crois, différente à l'avant. Bon, à l'arrière c'était les mêmes, hein, mais à l'avant ça devait être du 23 1,30. Et pour la, si je dis pas de bêtises, ouais, et pour la 3850, ça devait être du 23 1,26. Je crois. Hein. Après, si je me trompe, hein, n'hésitez pas à me le dire. Mais il me semble que de souvenir, ça doit être ça. Et donc, les années ont continué. Hein. Et bien entendu, il fut une série de la Verda qui fut la série MX. Là, moi j'en ai pas vu, pour être franc, j'en ai pas vu, et j'en ai jamais conduit non plus. Alors bon, elle fut construite en 1986. Elle disposait d'un moteur Iveco 6 cylindres pour la MX 240 qui développait 240 chevaux, d'où son nom MX 240. Elle était équipée d'une transmission hydrostatique et pouvait atteindre 25 km/h. La plateforme de coupe était de 5,40 m et elle disposait d'une trémie de 90 hectolitres, identique de celle de la MX300 qui, elle, était équipée, qui fut fabriquée en 86 aussi, d'un moteur Iveco de 6 cylindres turbo qui développait 300 chevaux, lui, et toujours en hydrostatique, qui pouvait atteindre 28 km/h, approximatif. Toujours de la même plateforme de coupe de 5,40 m et d'une capacité de trémie de 90 hectolitres. Et puis pour la modernité de la Verda lança la gamme de Moisbat MCS, enfin L principalement. Et la première d'entre elles, qui fut la L517 MCS, qui fut construite entre 1992 et 1997, qui était équipée elle aussi d'un moteur Iveco de 6 cylindres turbo de 160, qui développait 168 chevaux. Équipée d'une transmission hydrostatique, comme beaucoup de machines sont devenues à cette époque, et qui pouvait atteindre la vitesse de 25-26 km/h, équipée d'une plateforme de coupe de 4,20 m de base, de 5 secoueurs et de 60 hectolitres pour la capacité de trémie. La L521 MCS de 1992 à 1997, équipée d'un moteur Iveco 6 cylindres turbo qui développait 205 chevaux, toujours en transmission hydrostatique,
mais équipée de base d'une coupe de 5,40 m, toujours avec 5 secoueurs et d'une capacité de trémie de 65 hectolitres. La L524 MCS de 1994 à 1997, équipée d'un moteur Iveco 6 cylindres turbo de 240 chevaux, toujours en transmission hydrostatique, et d'une plateforme de coupe de base de 5,40 m, équipée de 5 secoueurs et d'une capacité de trémie identique à sa petite sœur, la 521, qui était de 65 hectolitres. Pour compléter cette gamme, Laverda fabriqua la série L624 MCS, construite entre 92 et 97, équipée d'un moteur Iveco 6 cylindres turbo développant 240 chevaux, toujours avec une transmission hydrostatique qui pouvait aller jusqu'à 28 km/h et qui était équipée d'une plateforme de coupe de 6 mètres. Donc déjà on commence déjà à changer les gabarits. Équipée de 6 secoueurs pour cette machine et d'une capacité de trémie de 70 à 75 hectolitres. Pour la L626 MCS de 1994 à 1997, équipée d'un moteur Iveco 6 cylindres turbo qui est développé 260 chevaux, toujours avec une transmission hydrostatique et d'une plateforme de coupe de 6 mètres, équipée de 6 secoueurs et de 70 hectolitres de trémie. Et on s'arrêtera là pour ces machines, parce que après les machines qui s'en suivirent, bien entendu, étaient bien entendu des Laverda, mais nous en reparlerons dans le volet dédié aux marques qui ont repris Laverda, c'est-à-dire Arco et Asco. Donc ça, nous en reparlerons comme je vous le dis, dans les volets à venir. Pour ce qui est de la série des intégrales L624, L626 ou même L521 ou 524 ou 517 d'ailleurs, qui étaient des excellentes machines, hein. Bon, avec quelques points communs par rapport aux séries des 3000, mais bien entendu avec les technologies qui pouvait y avoir à l'époque, qui devenaient de plus en plus, on va dire, récentes. Pardon, de plus en plus abouties, de plus en plus, voilà, hein, de plus en plus complètes. Non, franchement, c'était des machines qui avaient un bon débit de chantier, avec, bon, encore une fois, je me répète, hein, peut-être certains d'entre vous vont dire, ah bah oui, il adore ces machines-là, donc c'est les meilleurs. Non, je ne veux pas aller dire que c'est les meilleurs, je ne veux pas aller dire que c'est les moins bonnes. Pour moi, c'était des très bonnes machines, hein. D'ailleurs, tout comme les Axial, qui étaient des très bonnes machines, hein, je parle de l'époque. Voilà, bon, encore une fois, on pouvait encore travailler, on tombait en panne, on pouvait encore se débrouiller nous-mêmes, des fois pour... Ça dépendait de la panne, bien entendu, mais on pouvait se débrouiller des fois pour finir la journée et puis faire la grosse réparation le lendemain. Parce que bon, il n'y avait pas non plus de l'électronique comme il y a maintenant, parce que bon, le gros du problème, c'est que maintenant, pour mettre les pattes dans... Bon, un roulement, c'est un roulement, vous allez me dire, mais il y a tellement de capteurs, tellement d'électro-aimants, tellement d'électro-vannes, tellement de... Enfin, il y a de tout partout, enfin, c'est que de l'électronique. La machine est gérée
intégralement par l'électronique. Donc dès qu'on touche à quelque chose, soit alors si on change un capteur, si on change une sonde, si on change ce qu'on voudra, si elle n'est pas paramétrée, ben soit ça marche pas, ou les données sont erronées, ou alors elle ne redémarre pas du tout. Enfin voilà quoi. À cette époque-là, ben voilà, on pouvait se permettre de changer quelque chose, enfin même un capteur ou un truc comme ça. Et puis on mettait un coup de clé et la machine était repartie. À l'heure actuelle, c'est fini tout ça. C'est un peu dommage quoi. Bon. Je suis peut-être un peu trop nostalgique de ces années-là, mais bon, encore une fois, comme je l'ai dit lors de vidéos précédentes, c'est vrai que des machines, jusqu'au début des années 2000, on va dire, où on avait le temps de vivre, déjà un peu moins que dans les années 80 ou début 90. Mais voilà, il y avait encore de la convivialité, il y avait encore de l'entraide, il y avait encore de la solidarité. À l'heure actuelle, c'est un peu le chacun pour soi. Les superficies ne sont plus les mêmes. Bon, pour ce qui est des entreprises de travaux agricoles, on pouvait voir, on se voit, ça se fait, on va dire, mis à part le plus gros entrepreneur qu'il pouvait y avoir, c'était Jean-Pierre Delante, qui était basé à Bourguiba. Bon, l'entreprise existe toujours, mais je crois qu'il doit être en retraite, Jean-Pierre, qui était l'un des plus gros entrepreneurs de la plaine de Caen. Mais bon, dans la famille Delante, par exemple, il y avait 3 des frères Delante, parce que bon, ils étaient plusieurs, mais bon, 3 des frères Delante, hein, Bruno, Joël et Jean-Pierre, qui étaient entrepreneurs. Bon, Jean-Pierre qui était le plus gros, qui dans ces années-là devait avoir entre 9 et 11 mois de battre, et 4 ou 5 automotrices à betterave, si je dis pas de bêtises, sans compter les anténeuses, sans compter les presses à haute densité, les rondes-balairs, à l'époque, hein, c'est pas. Mais sinon, les autres frères, Joël, lui, possédait 3 mois de battre. Bruno, lui, était plus basé sur ce qui était arrassage de betterave, épandage d'amendements calcaires, et puis bon, il avait l'exploitation céréalière à côté, donc bon. Mais bon, voilà, on pouvait compter dans un rayon de, par exemple, en Suisse normande, dans un rayon, on va dire de 25 km, on pouvait compter 1, 2, 3, il devait y avoir une trentaine d'entrepreneurs peut-être, peut-être pas tout à fait, mais il y en avait au moins 20-25. À l'heure actuelle, s'il en reste 10, c'est déjà pas mal. Et encore, je dois être large. Parce que, les exploitations ont changé, donc beaucoup ont acheté leur moisse-bat, beaucoup ont... Bon, et puis, j'ai rien contre les CUMA, parce que bon, personnellement, mais bon, c'est vrai que les CUMA, ça m'a fait quelque peu rire quelque part. Ça dépend des CUMA, mais au début des CUMA,
Moi j'avais des clients, ils me disaient ouais bah, de toute façon pour l'ensilage, pour la moisson on va se débrouiller, c'est pas toi qui va le faire parce que on a acheté une moisse batte en Kuma, donc ouais, c'est bien la Kuma. Ce qui veut dire Kuma, plusieurs adhérents. Ce qui veut dire que quand on veut moissonner, bah, tout le monde veut moissonner en même temps. Et alors au bout du compte, bah, ils venaient retoquer à la porte. Dis donc, est-ce que tu pourrais venir parce que là, je vais pas pouvoir avoir la machine tout de suite. Ou c'était pour l'ensilage ou pour la moisson. Je dis ouais, d'accord, bah c'est bien. Bah t'attendras hein, maintenant. Ah bah oui mais tu me dis voilà c'était voilà les avantages de la Kuma, ils étaient libres, ils avaient la machine, mais oui mais bon c'est pas toujours facile de pouvoir ou alors quand la machine de la Kuma tombait en panne puis qu'ils avaient prévu ah bah oui mais on fait comment, ah bah on appelle l'entrepreneur. Et puis c'était moi bon j'étais équipé en 6 rangs au début, après je suis passé à la 8 rangs avec la 880 Jaguar, la première 880 Jaguar qui était équipée en 8 rangs, je l'ai eu en démonstration la première année qu'elle est sortie. Bon tout le monde la voulait, mais les silos n'étaient pas prévus pour la 8 rangs, les bennes non plus, c'était marrant à cette époque là parce qu'on rigolait, enfin je rigolais un peu parce que des fois les bennes sortaient pas cul à cul du sang mais presque pour ainsi dire, puis ils étaient pendant peut-être des fois une demi-heure à attendre ou alors tout d'un coup il y avait une benne qui arrivait et puis j'étais obligé d'arrêter la machine après parce que ben il y avait les bennes au silo ça ne suivait pas parce que à cette époque là il y avait 15 silos, les tracteurs n'étaient pas les mêmes, les bennes n'étaient pas les mêmes, alors s'il y avait des épandeurs encore, fallait attendre. Aussi, des fois, il y avait des clients qui me faisaient faire le tour des parcelles avec quand j'ai eu les Stone Siran, je faisais faire le tour des parcelles avec la Siran. Bon. Je dis tiens, un nouveau client, super, je suis content. Et puis c'était l'autre entrepreneur qui venait ensiler parce qu'il était en 4 ans. Alors quand ces clients-là me rappelaient, je dis oui, non mais vous me prenez pas pour un con quoi. Enfin c'est pas, soit vous le prenez directement, parce que si c'est que pour faire les entrées, dites-le directement, hein, ça va aller plus vite. J'ai autre chose à faire, moi je vais pas faire attendre des clients, c'est qui je fais tout. Bon, c'est vrai que déjà pour l'époque, mais les gens étaient compréhensibles. Puis bon, même pour la moisson, des fois ça m'arrivait de changer de client juste avant manger, parce que des fois j'avais des clients, des gros clients, ils ne payaient pas à manger. Alors ça non, je ne savais pas ce que c'était que de payer à manger. Par contre, ça les empêchait pas de monter sur la moisse batte, et puis par exemple un maçon, puis de dire ouais ça va comme tu veux, et puis ils avaient un casse-dalle et une bière. Ils étaient en train de bouffer leur casse-dalle et de boire leur bière à côté de moi, sans me proposer un café, rien du tout. Alors quand c'est comme ça, généralement, changer de client dans la soirée. Et puis j'allais chez un petit client, et puis aussitôt, est-ce que t'as mangé mon petit gars non, on va casser une petite graine vite fait, allez, viens donc à la maison, on va casser une petite graine. Hein. Bon, j'avais 3-4 hectares à faire chez eux, mais c'était convivial, et puis après que j'avais fini de battre chez eux, avant de repartir, ou même des fois, s'ils avaient un autre client à côté le lendemain, au lieu de redescendre la machine à l'entreprise, ce que je faisais, je leur demandais si c'était possible de me ramener à l'entreprise. Non, mon gars, tiens, prends la voiture. Voiture de la ferme, des fois c'était une 4L, une 2 chevaux camionnette, enfin c'était... Elle rentrait avec la voiture de... À l'heure actuelle, ça devient de plus en plus rare des clients comme ça, qui avaient du savoir-vivre, qui étaient
Voilà, il y avait la convivialité, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais bon, ça c'est pour la petite anecdote. Bon, bah effectivement, bon, la vie d'entrepreneur n'est pas la vie des plus faciles. Moi, je connais aucun entrepreneur qui est mort riche. D'ailleurs, moi, je ne mourrai pas riche, ça c'est sûr. Et bon, bah voilà quoi. Mais à l'heure actuelle, quand je vois, enfin bon, moi en fin de carrière, c'est vrai que quand j'ai vu le matériel qu'il fallait avoir, bon, j'avais toujours de l'automotrice à betterave parce que des fois ça me permettait de pouvoir passer là où que... Et puis il y avait des clients qui ne voulaient même pas d'intégrale à l'arrachage, hein, que ça soit des Holmer, que ça soit des repas, que ça soit... Ils n'en voulaient pas, hein, parce que ça tassait trop le sol, ça tassait... Bon, c'est vrai que c'est autonome, il n'y a pas besoin de benne, il n'y a pas besoin de ceci, il n'y a pas besoin de cela, ça c'est la machine est pour ainsi dire autonome, bon, c'est un fait certain. Enfin bon, voilà quoi, c'est... dans des conditions humides, bon... Puis bon, quand on voit le prix des machines, bon, il y en a qui sont pris des déculottés... parce que bon, moi j'avais senti le vent venir depuis longtemps que bah, la sucrerie de Cagny fermerait ses portes. Donc l'intérêt d'investir dans du matériel betteravier, je le voyais pas. Parce que surtout dans la plaine de Caen, ça ne servait à rien. Il y a des entrepreneurs qui ne m'ont jamais cru et qui m'ont dit ouais, de toute façon, toi tu vois toujours toutes les choses en noir, c'est pas demain la veille, c'est pas demain la veille que la sucrerie va fermer, c'est pas demain. Et ils ont été investir dans des repas qui valaient 500 000 euros. Et vas-y que je t'en achète une, et de deux, et de trois. Ouais. Les machines ont fait 2 saisons. On ferme la sucrerie, paf, terminé. Alors du coup, ils se sont retrouvés avec 3, 4, 5 enfin pas automotrices, mais intégrales à betterave à vendre. Parce que, oui, soit se délocaliser en se disant, on va aller dans le nord, on va aller là où il y a de la betterave, ou, non, mais il faut les vendre, les machines après. Alors bon, il y en a qui se sont pris des déculottés, bon, je ne vais pas aller dire que ça leur a fait du bien, mais bon, on m'a toujours pris pour un illuminé, pour un imbécile quoi, quelque part. Hein. On savait, j'ai jamais eu la prétention de dire que je savais mieux que quiconque, que je savais mieux que. Mais bon, je le sentais le vent venir. J'étais un con. Qui a été le con dans l'histoire, c'est eux quelque part. Bon, il y en a qui à cause de ça qui ont mis la clé sous la porte parce que voilà, hein, quand il faut rembourser des crédits de machines qui ne servent plus à rien, ça coûte cher. Mais bon, voilà quoi. Donc bon, c'était pour la petite anecdote. Bon, comme je vous dis, je ferai une série sur ma vie au service de l'agricole, et puis j'aurai l'occasion de vous en reparler. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura relativement plu et puis que vous y aurez pris énormément de plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau volet de l'histoire des marques de matériel agricole. En attendant, je vous souhaite encore à toutes et à tous une excellente semaine. Bon courage pour tous vos travaux. Et portez-vous bien. Allez, ciao, ciao, bye bye.